Chers amis de Cannes Université, le nouveau confinement nous ayant amené à mettre en suspens, nous l'espérons pour un temps le plus limité possible, nos conférences, nous avons repris le format Facebook. Comme lors du premier confinement, Cannes Université entend assurer la continuité de sa mission culturelle. Depuis le 6 novembre, notre programme a repris son cours et vous accompagnera durant toute cette nouvelle période, difficile, mais nous l'espérons fort brève. La culture ne doit jamais être sacrifiée, car c'est elle qui nous aidera à traverser et surmonter les épreuves que nous connaissons. Je tiens à remercier nos conférenciers et l'équipe de Cannes Université, menée par notre directrice Mariam Rousta-Giroux. Grâce à eux et à elle, un nouveau programme a immédiatement pris le relais de celui de l'année 2020-2021 qui était en cours, et où j'ai eu le plaisir de vous voir nombreux et enthousiastes. Ce soir, grâce à Madame Sarah Yalda, qui nous suit depuis des années et que je tiens à remercier tout particulièrement, nous vous proposons dans ce format Facebook, en direct, une Cannes conférence sur le thème plus que d'actualité des élections américaines. Nous avons la chance d'accueillir ce soir une de nos plus grandes spécialistes en la matière, Madame Laurence Nardon, docteur en sciences politiques de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, enseignant-chercheur. Vous dirigez le programme Amérique du Nord de l'Institut français des relations internationales. Vous êtes l'auteur de nombreux livres sur la démocratie américaine et plus particulièrement sur le mandat de Donald Trump. Madame Nardon, merci de votre présence ce soir et d'avoir accepté de nous donner votre regard avec Sarah Yalda et dans le cadre de cet échange sur un moment très particulier de la démocratie américaine que nous vivons tous et qui ne peut nous laisser indifférents du fait de son impact sur notre vie. Avant de vous laisser la parole, juste quelques brèves informations à nos adhérents. La semaine prochaine, nous continuerons ce programme en visioconférence, un programme qui sera à découvrir sur notre site et à travers notre newsletter. Je tenais aussi à vous rappeler que toutes nos conférences sont accessibles gratuitement en replay sur la page Facebook de Cannes Université, et même si vous n'avez pas de profil Facebook. Merci à toutes et à tous de votre présence si nombreuse ce soir. Je passe la parole, sans plus attendre, à Mme Nardon et Mme Yalda pour cet échange sur les élections américaines. Merci Emmanuel. Bonsoir à tous et merci de nous avoir rejoints. Bonsoir Laurence, merci d'avoir accepté notre invitation. Ces élections américaines marquent sans doute un tournant dans l'histoire américaine. D'une part, il y a eu un bond historique de la participation. Alors, le décompte du scrutin n'est pas encore terminé, mais on peut estimer au taux de participation situé entre 63 et 69%. À titre de comparaison, lors de l'élection présidentielle de 2016, le taux de participation avait été de 59,2. Donc, par conséquent, Joe Biden aura rassemblé le plus grand nombre de suffrages de l'histoire du pays, au-delà, semblerait-il, des 75 millions. Par ailleurs, presque une semaine après les élections, les États-Unis paraissent aux yeux du monde plus que jamais divisés. Jamais les élections n'ont été aussi contestées par une partie de la population. Alors, Laurence, les Américains seraient-ils irréconciliables? Donald Trump ne s'avoue toujours pas vaincu. Il a promis par communiqué sur Twitter de multiplier dès lundi des actions en justice pour fraudes électorales, pour lesquelles d'ailleurs, au demeurant, il n'a toujours pas fourni de preuves. Alors, ma question, un président qui jette le soupçon sur un processus démocratique en cours, ça ébranle la foi dans la démocratie. Laurence, est-ce que le comportement de Donald Trump ne va pas porter atteinte au principe même de la démocratie aux États-Unis? Question vraiment très très grave. Je pense que il n'y a pas vraiment lieu, malheureusement, d'être surpris du comportement de Trump face à ce résultat. D'une certaine manière, le résultat que nous avons avec, vous l'avez dit, Sarah, 75 millions de suffrages pour Biden versus 71 à peu près, pour l'instant, millions de bulletins pour Biden, ce résultat assez large, en fait, se résout à des résultats assez serrés dans les États qui comptent, comme la Pennsylvanie, le Wisconsin, etc. Et du coup, cette marge de victoire assez faible du point de vue des grands électeurs en faveur de Biden donne une situation très compliquée.
Parce que si Biden, comme certains sondages le disaient à quelques semaines de l'élection, l'avait emporté très largement, eh bien, le président Trump n'aurait pas eu, enfin, aurait eu moins de possibilités de traîner les pieds pour reconnaître sa défaite. Là, avec des marges très fines en faveur de Biden dans certains États, c'est d'une certaine manière la situation la plus compliquée qui se déroule, c'est-à-dire celle où Trump, mauvais perdant, personnage narcissique et compliqué, politicien hors norme tel qu'on le connaît depuis des années, eh bien Trump a la possibilité très dangereuse et très embêtante pour les institutions américaines de chercher à nier sa défaite et à, comme vous l'avez dit, tenter d'intenter des recours sur la manière dont le vote s'est déroulé dans certains États. C'est ce qu'il fait ces jours-ci. Alors, pour répondre à la question, est-ce que c'est un problème pour la démocratie américaine ? Bien sûr, mais ça n'est pas la première fois. Finalement, on est dans la continuité d'une présidence Trump qui, depuis 4 ans, a abîmé la démocratie américaine. Alors, je ne suis pas en train de faire de l'anti-Trump de base. Je pense que Trump s'est fait élire parce que les élites du Parti démocrate et du Parti républicain avaient, depuis des décennies, mené des politiques qui étaient des politiques de mépris face aux classes moyennes, d'ignorance de leurs problèmes, de jugement moral, de mépris de classe, on pourrait même employer ce terme, vis-à-vis des très nombreuses classes moyennes américaines. Et d'une certaine manière, l'élection de Trump a été leur punition à ces élites des partis républicains et démocrates. Ceci dit, c'est pas parce que Trump a été élu pour, entre guillemets, de bonnes raisons, qu'il n'est pas lui aussi un problème. Je pense qu'il a, depuis son élection il y a 4 ans, géré le pays de manière très inhabituelle pour un président américain, mettant les intérêts de sa famille au premier rang, ne reconnaissant pas le pouvoir des institutions, faisant des communications incendiaires sur Twitter. Et donc là, aujourd'hui, depuis les résultats qui sont donc tombés en fin de semaine dernière, nous avons un président qui est dans la continuité de son action, si vous voulez. Vous avez un président qui est mauvais perdant et qui a, jusqu'à présent, refusé de reconnaître sa défaite. Donc voilà où nous en sommes. Normalement, il devrait partir le 20 janvier. Ce qu'on a vu depuis hier, c'est que un certain nombre de ces fameuses élites du Parti républicain se taisent en espérant que le président reconnaisse de lui-même sa défaite et mette en route la transition avec une administration Biden. Mais nous voyons aussi un certain nombre de républicains, comme Mitch McConnell, le président des républicains au Sénat, ou Lindsey Graham, qui est un sénateur de Caroline du Sud. Nous voyons donc un certain nombre de républicains aller dans le sens du président en disant « Oh, mais il a raison de commencer à faire des recours, il a raison de ne pas reconnaître sa défaite parce que c'est pas sûr », des choses qui sont à mon avis très dangereuses. Donc on est dans un moment compliqué de la démocratie américaine. Oui. Est-ce que vous pensez, enfin si j'extrapole un petit peu, est-ce que le deuxième round des élections ne risque pas de se retrouver devant les tribunaux? C'est-à-dire, va-t-on vers une guérilla? Faut-il au demeurant craindre une montée de violence? Voilà, alors donc les scénarios catastrophes pour les jours qui viennent parlent de violence dans les rues entre, d'un côté, les nationalistes suprémacistes blancs, de l'autre, ce qu'on appelle les antifas aux États-Unis, c'est-à-dire ce qu'on appelle les black blocs dans les manifestations en France, c'est-à-dire des militants d'extrême gauche violents. Bon. Une guerre civile. Bon, moi, je suis plutôt optimiste. Je pense qu'il ne faut pas... on en reparle, hein, je n'ai pas de boule de cristal. Ce que je veux juste dire, c'est qu'il ne faut pas se fier aux images de micro-violences qu'on voit à la télé et non, il ne faut pas non plus juger de l'Amérique à partir de Twitter ou des réseaux sociaux. La plupart des Américains sont des gens décents, calmes et qui ont l'habitude de procédés démocratiques. Donc, je ne pense pas qu'il faille aller jusque-là. En ce qui concerne ces fameux recours que Trump menace d'intenter,
il n'est pas sûr que cela puisse se faire parce que sur les différents cas qu'il a évoqués dans les différents États, si vous voulez, dans ce pays fédéral que sont les États-Unis, il y a 50 systèmes judiciaires différents dans les États, en plus du système judiciaire fédéral. Si Trump veut déposer des recours, il faut que ces recours soient recevables dans les législatures des États où il veut les déposer. Or, ça n'est pas évident que ce soit le cas. Je prends par exemple l'exemple d'un recours qu'il veut déposer en Géorgie. Il y en a un autre dans le Wisconsin, enfin il y en a quasiment une dizaine. À chaque fois, si vous voulez, les procès qu'il veut intenter pour un certain nombre de bulletins de vote qui ont été reconnus valides alors qu'à ses yeux, ils ne le sont pas, ou l'inverse, eh bien, il faut que ces bulletins de vote soient un certain nombre et représentent un pourcentage conséquent de la marge de victoire de Biden dans l'État. Sinon, ça ne vaut pas le coup de recompter, si vous voulez, s'ils sont très peu. Et du coup, les juristes que j'ai interrogés ces derniers jours m'ont dit qu'à leurs yeux, il n'y avait rien. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas lieu, enfin que les recours intentés par Trump ne seraient pas recevables par les juridictions des États. Donc, a priori, il ne peut rien se passer. Sarah, à toi. Oui, même si Donald Trump est vaincu, il semblerait que le Trumpisme survive et que d'une certaine manière, le Trumpisme est ressorti, renforcé de ces élections. Trump a réussi à renforcer sa base électorale, à mobiliser même de nouvelles catégories d'électeurs. Traditionnellement, les hispaniques, par exemple, votaient démocrate. Or, cette fois, beaucoup d'entre eux ont voté républicain. Alors, le Trumpisme va-t-il exister comme phénomène politique au-delà de Trump, même si Trump sortait de la scène politique? Oui, alors là, c'est tout à fait vrai et c'est une évolution qu'il faut regarder de très importante et il faut regarder de très très près. Les idées du Trumpisme, même si Trump disparaît, vont rester. Comme vous l'avez dit, Trump a consolidé sa base électorale depuis 2016, c'est-à-dire qu'il a eu plus d'électeurs cette fois-ci que la fois dernière. En 2016, il a eu 63 millions de bulletins, 63 millions, et cette fois-ci, avec une faible participation, vous l'avez dit tout à l'heure, Sarah, et cette fois-ci, il a 71 millions d'électeurs. Alors, ce qui est certain, c'est que la participation a explosé des deux côtés. Hein. Donc, côté démocrate, il y a aussi eu 75 millions versus 65 millions il y a 4 ans. Donc, je redis les chiffres pour nos auditeurs pour ne pas se mélanger. Il y a 4 ans, Hillary Clinton avait eu 65 millions de voix et Trump 63. Il avait pourtant gagné à cause du système des grands électeurs qui distord, enfin qui peuvent produire un résultat inverse, voilà. Et cette année, avec une participation beaucoup plus grande, Biden a 75,5 millions, le compte n'est pas complètement terminé, donc ça pourrait un peu augmenter, et Trump 71. Je fais juste une petite remarque sur ce que vous avez dit tout à l'heure, Sarah. Aux États-Unis, la participation des électeurs n'est pas calculée comme en France. On a l'impression que les gens participent très peu aux élections aux États-Unis. C'est certainement vrai, mais moins que ce qu'on voit, parce que les chiffres de participation sont calculés sur l'ensemble des adultes en âge de voter, y compris ceux qui n'ont pas le droit y compris ceux qui n'ont pas le droit de vote. Enfin, pardon, je redis ça de manière plus précise. C'est calculé sur l'ensemble des adultes citoyens américains en âge de voter. Et qu'ils soient inscrits ou pas inscrits, et par exemple, ceux qui n'ont pas le droit de vote, comme la plupart des prisonniers, enfin des condamnés à des crimes fédéraux, n'ont plus le droit de vote, ils sont quand même comptés, vous voyez, dans le chiffre total. Et donc, le pourcentage de participation est un peu trompeur. Nous, en France, on calcule sur le nombre d'inscrits. Et donc, on a des chiffres de participation plus gros, parce que le nombre total est plus petit, si vous comprenez ce que je veux dire. Oui, oui, absolument. Ça, c'était une remarque en passant, mais pour revenir à l'idéologie trumpienne, qui est notre sujet, une idéologie donc nationaliste, nativiste, qui souhaite protéger le peuple américain, protéger aussi bien les classes moyennes blanches contre l'immigration de masse, entre guillemets, mais aussi protéger ces mêmes classes moyennes contre
l'abominable libre-échange qui a fait partir toutes les usines au Mexique et en Chine, ça, c'est l'idéologie de Trump. Et je pense, enfin, on pense que ces idées vont rester un courant très important du Parti républicain dans les années à venir. Il va y avoir, si vous voulez, une sorte de recomposition idéologique du Parti républicain avec ce courant Trump qu'on pourrait dire en français, en équivalent français, si vous voulez, une sorte de courant d'extrême droite dans le Parti républicain, face auquel il y aura un courant modéré et encore d'autres courants qui sont plus conservateurs sur les questions de morale. Je veux parler là de la droite chrétienne, qui est un courant qui n'a pas vraiment d'équivalent en France. Mais voilà, donc il va y avoir une recomposition idéologique. Le Trumpisme est là pour de bon. Sarah, je t'ai perdue, je ne t'entends plus. Ah mince. Oui, je peux développer pendant des heures, ne vous inquiétez pas. En effet, donc, parce que si vous voulez, ce à quoi on assiste, là je voudrais parler des évolutions idéologiques à droite et à gauche aux États-Unis. On est quand même dans un système bipartisan, quand même compliqué parce que dans un système bipartisan, donc, comme en Grande-Bretagne, mais là aux États-Unis, vous avez les démocrates d'un côté, les républicains de l'autre. C'est très difficile pour un nouveau courant de créer un nouveau parti et de s'imposer dans le paysage politique. Les deux partis sont obligés d'accueillir tous les courants en leur sein. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que à droite comme à gauche, il y a des découpures, des scissions idéologiques importantes. Donc, à droite, entre modérés et trumpistes, à gauche, entre modérés, le courant Biden, et la gauche radicale qui a été incarnée dans les primaires démocrates par Bernie Sanders et Elizabeth Warren. Donc, cette recomposition idéologique, elle est en cours des deux côtés de l'échiquier politique aux États-Unis. Entendu. Merci, Laurence. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, le 20 janvier prochain, Joe Biden deviendra officiellement le 46e président des États-Unis. Durant cette période donc, de transition de 2 mois et demi, les équipes du président sortant sont censées transmettre aux nouveaux arrivants quantité de dossiers et d'informations confidentielles. Or, la machine de la transition semble bloquée. Donald Trump a-t-il les moyens de la garder bloquée ? Si oui, ça risquerait quand même de compliquer terriblement le début du mandat Biden. Alors oui, tout à fait. Là, jusqu'à présent, les équipes de Trump ne transmettent pas, notamment le briefing de renseignement quotidien que les agences de renseignement donnent au président tous les jours, donc quotidien. Il est de bon ton, dès lors que les résultats, qu'il y a un nouveau président élu qui est là, que le président en place transmette ces documents au nouveau président. Ça se fait, c'est poli, c'est dans les habitudes. Et bien là, Trump ne le fait pas. Bon, nous ne sommes que mardi, on va voir ce qui se passe après. Mais c'est vrai que ça risque d'être compliqué. Ceci dit, les équipes de Biden n'ont pas attendu ce coup de fil de concession que Trump n'a pas encore passé. Le coup de fil de concession, c'est le coup de fil par lequel l'ancien président appelle son successeur, lui dit voilà, bonne chance, l'Amérique vous regarde, je serai avec vous. Enfin, un coup de fil poli que passe l'ancien président. Il n'a pas encore eu lieu, mais les équipes Biden, ceci dit, sont absolument prêtes parce que ce sont des gens compétents, sérieux, professionnels et depuis des mois, ils travaillent à cette transition. Donc, ils n'ont pas, d'une certaine manière, ils n'ont même pas besoin de se mettre en relation avec les équipes de Biden pour constituer leurs équipes, commencer à préparer des textes, des dossiers pour le 20 janvier. Très bien. Que peut-on attendre aujourd'hui du nouveau président en matière de politique sur le plan national, politique intérieure? Quels sont les défis à relever pour Joe Biden? Alors,
Il les a listés ce week-end lorsqu'il a fait un discours après que sa victoire ait été reconnue. Alors, il les a listés, je vais venir dans un instant, mais je voudrais en donner une autre que je place au-dessus. La première action du nouveau président Biden, ça va être d'incarner une Amérique beaucoup plus calme, beaucoup plus empathique, beaucoup plus normale, entre guillemets, faire revenir le fonctionnement des institutions, le fonctionnement des médias, le fonctionnement du jeu politique à quelque chose de plus habituel, de moins hystérique, de moins agressif. Donc il y a toute cette attitude que Biden va mettre en place tout de suite et qui, je pense, ne séduira pas évidemment les Trumpistes convaincus, mais qui va quand même calmer le jeu. Et donc ça, on va voir déjà un énorme changement. Comme me disaient certains collègues, on va s'ennuyer. Mais je pense que s'ennuyer, ça va être bien. Les gens ont envie de ça. Bon, donc ça, c'était une première chose que je trouve très importante. Mais Biden n'a pas forcément dit ça en premier. Et ce qu'il a dit, c'est qu'il allait s'occuper de mieux coordonner la réponse nationale et internationale à l'épidémie de Covid-19, puisque jusqu'à présent, la réponse de l'administration Trump était un petit peu chaotique, pour le dire. Deuxièmement, il va s'occuper de l'économie, parce qu'en fait, l'économie est très liée à l'épidémie. Vous savez qu'au mois de mai, les États-Unis sont montés jusqu'à un taux de 14% de chômage, ce qui était énorme aux États-Unis. Ils étaient à 2-3% avant l'épidémie, c'est très très bas. Là, ils sont redescendus à 8%, ce qui aux États-Unis est absolument catastrophique parce qu'il y a très peu de protection sociale pour les gens qui sont au chômage. C'est très ennuyeux. Bon, donc voilà. Donc le coronavirus, l'économie, troisième priorité, l'environnement et la relance. Enfin, la relance, c'était dans l'économie, mais je voudrais parler là du plan de relance absolument énorme que Biden a prévu de lancer, un plan qui s'appelle Build Back Better, reconstruire mieux, on pourrait dire, et qu'il va essayer de faire passer pour une note de 2000 milliards de dollars. Donc ça, il faut qu'il le fasse voter au Congrès, c'est une autre paire de manches, mais on verra. Et ce plan va faire de la relance pour les PME, etc., un peu comme en France, mais une des branches de ce plan concerne l'environnement, avec notamment un plan de remise à niveau des infrastructures aux États-Unis. Vous savez, aux États-Unis, les infrastructures sont quasiment à l'abandon depuis les années 80, parce que le libéralisme économique a fait que l'État n'avait plus d'argent pour payer quoi que ce soit. Donc les ponts, les hôpitaux publics, les routes, les écoles, tout est dans un état lamentable. Si vous avez été aux États-Unis, vous l'avez peut-être vu. Eh bien, Biden veut mettre de l'argent pour reconstruire tout ça de manière écologique, on va dire. C'est-à-dire que tout son plan de relance est un plan qui vise à être une relance verte. Voilà. Donc voilà ses priorités pour ce qui est de la politique intérieure. Ouais. Et alors, en matière de politique étrangère, est-ce qu'il y a également une liste? Est-ce qu'il a annoncé des priorités? Oui, absolument. Alors, sa première action, je dirais, c'est un petit peu comme ce que je disais tout à l'heure sur le fait de calmer le jeu. Le président Biden va revenir à une attitude de diplomatie amicale, ouverte, constructive, qui est l'attitude traditionnelle des États-Unis, si vous voulez. Il l'a dit, avec notamment un retour au multilatéralisme, c'est-à-dire l'idée que les États-Unis vont jouer à nouveau un rôle très positif dans les institutions internationales comme l'ONU, comme l'OTAN. Ils vont revenir à l'amitié transatlantique. Trump était assez agressif avec l'Union européenne et avec certains pays européens, la chancelière Angela Merkel, Theresa May lorsqu'elle était Premier ministre. Donc voilà, donc ça va être fini. Biden sera beaucoup plus amical et ça va être pour les chancelleries occidentales bien plus facile de discuter avec les États-Unis. Ouais. Ceci dit, tout n'est pas dit là parce que ça ne sera pas complètement
un retour à la politique étrangère à la Obama, si vous voulez. C'est pas un retour à 2016, parce que l'époque a changé, les temps ont changé, et donc Biden est obligé de prendre en compte le fait qu'on n'est plus dans l'époque du libre-échange heureux, et on n'est plus dans l'époque où on faisait confiance à la Chine. Voilà 2 sujets sur lesquels une administration Biden va rester d'une certaine manière dans la continuité de l'administration Trump. Si je reprends un peu plus largement, Biden va rester beaucoup plus protectionniste qu'il n'était lorsqu'il était vice-président d'Obama, et il y aura un front anti-chinois qui va rester avec Biden sur les questions de commerce, parce que le déficit commercial des États-Unis vis-à-vis de la Chine est aujourd'hui inacceptable pour les Américains. Donc ça, c'est les questions de commerce. Sur les questions de géopolitique, avec les avancées de la Chine en mer de Chine du Sud, les attaques contre Hong Kong et Taïwan, tout ça sera regardé de très très près. Et j'ajoute un 3e chapitre que Trump n'a jamais évoqué, mais que Biden évoquera vis-à-vis de la Chine, c'est le chapitre des atteintes aux droits de l'homme. Parce qu'une administration Biden sera très critique sur la question des Ouïghours, par exemple, sur la question des dissidents politiques, des journalistes enfermés, etc., en Chine. Donc, on aura une administration Biden tout autant, voire plus agressive avec la Chine. Et cette agressivité se fera de manière concertée, très certainement, avec les Européens. Justement, vous parlez de l'Europe. Quelle va être la relation avec l'Europe? Vous savez, au moment de Trump, évidemment, tout était difficile, il avait des relations extrêmement conflictuelles avec la chancelière allemande, mais en même temps, si vous voulez, cette opposition de Trump, face à cette opposition, les Européens se sont resserrés les coudes et il y a eu une unité européenne. Est-ce que l'Europe ne risque pas de perdre cette unité, cette solidarité et puis finalement cette existence face aux États-Unis de Biden qui pratiquent beaucoup plus la diplomatie et où les relations transatlantiques seront plus favorables? Oui, c'est une excellente question. Je ne peux pas dire que j'ai la réponse, mais voilà ce qu'on peut dire. C'est vrai que Angela Merkel avait pu dire en 2017, devant les problèmes que posait Trump, il faut oublier l'Amérique, il ne faut compter que sur nos propres forces, et c'était d'une certaine manière une excellente chose pour la construction européenne. Soit. Maintenant, le risque, c'est que les Européens, les Allemands par exemple, les Anglais bien sûr, aillent vite à Washington pour essayer d'établir des relations bilatérales. C'est un risque, effectivement, mais je pense que toutes les chancelleries occidentales sont au courant. Parce que cette question que vous posez, Sarah, je l'entends tourner dans les cercles diplomatiques européens depuis des semaines, des mois. Donc tout le monde est au courant de ce risque, et donc je pense qu'on va pouvoir se prémunir. J'ajoute que, très concrètement, cette grande amitié transatlantique que Biden dit remettre en route ne doit pas faire oublier qu'il y a des disputes commerciales transatlantiques importantes, et que la future administration Biden n'a pour l'instant absolument pas dit qu'elle serait, si vous voulez, plus souple avec les Européens sur ces questions. Je les cite rapidement. Il y a les questions des tarifs douaniers sur l'acier et l'aluminium, les disputes éternelles sur les réglementations agricoles et alimentaires en Europe, que les Américains jugent trop dures, mais nous, on veut surtout pas avoir du chlore dans notre poulet et des choses comme ça, donc on ne veut pas négocier là-dessus. Il y a les disputes à propos des subventions que les uns et les autres donnent à leurs entreprises aéronautiques. Je veux parler de Boeing et de Airbus. Il y a encore des disputes sur d'autres sujets qui ne me reviennent pas à l'esprit. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ces disputes, elles existent, elles durent. L'administration Biden ne va certainement pas nous faire de cadeaux. Et donc, si nous voulons des occasions de rester bien soudés entre nous, entre Européens, il va y en avoir. Donc, il faut faire très attention à ce risque de désolidarisation des Européens, mais
rien n'est perdu. Je pense qu'on va rester soudés entre nous. Très bien, nous l'espérons. Faisons un saut au Moyen-Orient, si vous voulez bien. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir une reprise des discussions sur le nucléaire avec l'Iran? Oui, absolument, parce que les équipes de Biden ont dit depuis des mois qu'elles voulaient reprendre ces négociations. Elles ont dit que l'administration Biden reviendrait dans l'accord de Paris sur le climat, autre sujet, dès le premier jour, donc ça c'est clair. Et la deuxième chose, c'est redémarrer des discussions avec l'Iran sur le nucléaire. Et là, tout le Parti démocrate est d'accord. Parce que ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il y avait deux courants aujourd'hui chez les démocrates, le courant modéré, qui est le courant Biden, d'une certaine manière, et le courant radical, un courant très à gauche, on va dire, qui est porté par Elizabeth Warren et Bernie Sanders. Sur la question de l'Iran, il se trouve que ces deux courants sont d'accord. Et ça n'est pas le cas sur tous les sujets. C'est le cas sur l'Iran parce que les modérés à la Biden veulent remettre en route les négociations dans la continuité de ce qu'avait fait Obama pour changer la donne au Moyen-Orient, donner moins d'importance à l'Arabie saoudite et à Israël et faire revenir l'Iran dans le jeu régional pour calmer le jeu régional, d'une certaine manière. Et puis, du côté des radicaux du Parti démocrate, on veut aussi revenir à la table des négociations avec l'Iran pour une autre raison, qui est celle des sanctions. Les radicaux du Parti démocrate sont très opposés à la politique de sanctions des États-Unis contre l'Iran et d'une manière générale contre toutes les sanctions, parce qu'ils jugent que les sanctions nuisent toujours aux populations les plus vulnérables dans les pays et sont donc à leurs yeux un instrument de politique étrangère qui n'est pas éthique, qui n'est pas moral. Et donc, ils veulent les supprimer, notamment avec l'Iran. Et donc, voilà, oui, on peut s'attendre à une reprise des négociations. Est-ce qu'il est trop tard? Quelle est la donne aujourd'hui en Iran sur cette question? Je ne sais pas. Mais bon, on va voir ce qui se passe dans les mois à venir. Un mot sur la vice-présidente Kamala Harris, première femme ainsi que première personne afro-américaine et indo-américaine à accéder à ce poste. Elle représente le rêve américain. Ah, alors là, oui, c'est vrai, elle représente en tout cas la méritocratie américaine. Alors son père est jamaïcain et sa mère est indienne d'Inde. Et du coup, elle coche la case afro-américain dans le recensement. Mais vous savez, aux États-Unis, dans le recensement, il y a des cases sur votre couleur de peau, votre origine ethnique. Bon, c'est comme ça aux États-Unis. Mais on coche la case qu'on veut. C'est-à-dire que c'est autodéclaratif. Voilà. Bon, je signale ça au passage parce que le choix de Kamala Harris de cocher cette case est peut-être un peu surprenant. Bon, enfin, voilà. Alors, effectivement, son positionnement est tout à fait représentatif du rêve américain, du fait que si on travaille, on peut s'en sortir, tout le monde peut s'en sortir. C'est vraiment très, très bien. Je signale cependant, c'est pas vraiment cependant, mais son positionnement est quand même intéressant parce que c'est pas parce qu'elle est issue d'une minorité qu'elle est très à gauche et très progressiste, ça va pas forcément de pair. Et notamment lorsqu'elle a été procureure générale de Californie, c'est-à-dire qu'elle était, si vous voulez, ministre de la Justice de l'État de Californie, c'était dans les années 90-2000, elle a un bilan, dans les années 2000, pardon, elle a eu un bilan assez dur. Elle était une ministre de la Justice assez stricte dans sa politique contre la criminalité. Elle a envoyé beaucoup de gens, et notamment beaucoup de gens issus des minorités, en prison. Ce qui lui a été reproché notamment cet été par les militants de Black Lives Matter, qui ont vu en elle l'une des instigatrices des politiques d'incarcération de masse. Et donc, c'est clair que mais c'est clair que donc elle n'a pas un positionnement ultra progressiste, mais c'est d'une certaine manière une bonne chose parce que ça veut dire qu'elle ne fait pas peur elle n'a pas fait trop peur aux électeurs. Parce que dans la campagne, le camp Trump n'a pas du tout hésité à la peindre pendant des semaines et des semaines, depuis sa nomination comme VP l'été dernier, au mois d'août. Le camp républicain, la campagne de Trump, l'a dépeinte comme une socialiste enragée qui allait
faire des États-Unis une nouvelle Union soviétique, etc., alors, pendant que Biden serait trop vieux pour réagir. Enfin, voilà, ils ont peint une situation catastrophique. Et en réalité, ça marchait pas trop comme discours parce que tout le monde savait bien que Kamala Harris n'était pas cette personne, quoi, n'était pas aussi à gauche que les critiques trumpistes le disaient. Donc c'était au final une personnalité qui a assez bien fonctionné dans la campagne du camp Biden. Voilà. On touche à la fin de notre discussion. Cette question relève du pronostic, donc c'est toujours difficile de se prononcer. À votre avis, que va devenir Donald Trump? Contre qui, je le rappelle, il y a 2 plaintes pour fraude fiscale. Deviendra-t-il un membre actif du Parti républicain, showman à la télévision, qu'il était avant de devenir président, ou est-ce qu'il se contentera d'arpenter les terrains de golf comme il l'a fait ces derniers jours? Eh bien, c'est une bonne question. Il a effectivement pas mal de pistes entre golfeur à plein temps. Il pourrait fonder sa propre télé et revenir aux médias comme il faisait avant. Il peut aussi revenir à son entreprise, la Trump Organization, redevenir un businessman. Oui. Il peut faire de la politique dans le parti. Bon, vous avez dit tout ça. Pour ma part, mais ça c'est vraiment ce que je pense, hein, et beaucoup d'autres chercheurs ne sont pas d'accord avec moi, donc je vous le dis. De ce que j'ai vu du personnage, c'est-à-dire un personnage narcissique, extrêmement susceptible, extrêmement mauvais perdant, je l'ai déjà dit plusieurs fois, je pense que s'il finit par reconnaître sa défaite, ce qui devrait peut-être quand même se produire, je pense qu'il sera durablement vexé et que je ne le vois pas rester en politique sur un échec, je le vois plutôt envoyer tout balader et faire autre chose, donc peut-être des médias ou du business, mais je ne le vois pas rester en politique parce qu'il sera tout simplement trop vexé, enfin, pour des questions de psychologie personnelle. Et j'ajoute que l'autre argument qui me fait dire ça, c'est que je pense que les responsables du Parti républicain, qui le détestent en réalité, parce qu'il leur a volé leur parti il y a 4 ans et il les a insultés et forcés pendant 4 ans à lui obéir, eh bien tous ces gens-là, en fait, dès que Trump ne sera plus en position de pouvoir, je pense, vont le lâcher de manière vraiment immédiate, parce qu'il ne pourra plus rien leur apporter, il ne sera plus au pouvoir, et donc ils pourront se retourner contre lui. Je pense que donc, pour ces 2 raisons, je ne vois pas Trump rester en politique après le mois de janvier. Mais on peut en reparler, et si je me trompe, je le reconnaîtrai très volontiers. Surprise, on verra quelle est la surprise qui nous attend. Chère Laurence, merci infiniment. Une dernière question qui viendrait un petit peu en conclusion, qui serait la conclusion de toute notre discussion. Quel enseignement tirer de ces élections? Je vais essayer de terminer sur une note positive. Et s'il y a une guerre civile atroce dans les semaines qui viennent, vous ne m'en voudrez pas de m'être trompé largement. Je voudrais dire que les élections, jusqu'à ce jour, me rendent plutôt optimiste parce que d'une part, il y a eu une énorme participation, on l'a déjà dit plein de fois, mais il faut quand même le souligner. Donc les électeurs américains, dans cette situation inédite et tendue et même hystérique, se sont en masse déplacés ou ont voté par correspondance. Enfin, donc il y a eu une participation vraiment remarquable. Et puis jusqu'à présent, les choses se sont bien passées, le décompte a eu lieu, il n'y a pas de coup d'État. Enfin, les institutions mises à mal par Trump pendant 4 ans ont fonctionné quand même dans le pays jusqu'à présent. Il n'y a pas, enfin voilà, non mais jusqu'à présent, il n'y a pas d'émeutes, il n'y a pas de morts, il n'y a pas de désordre flagrant. Les gens ont voté, le vote a été terminé. Bon, Trump se fait tirer l'oreille pour reconnaître sa défaite, il menace dans tous les sens. On va voir ce que ça donne. Mais voilà, donc voilà mon jugement pour ce soir. Et si ça se dégrade, eh bien ce sera très problématique. Mais restons optimistes pour l'instant.
Merci Laurence, restons optimistes. Merci à tous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous à la semaine prochaine, mardi prochain, 18 h, avec un nouvel auteur qui nous parlera peut-être d'un sujet plus littéraire. Nous vous annonçons ça très rapidement. Merci à Cannes Université, merci Emmanuel, mille merci Laurence et à la semaine prochaine. Belle semaine à tous. Au revoir. Merci, au revoir.